Salam alaikum Mazoul, bonsoir. J'avoue que je ne sais pas très bien quelle attitude adopter et quoi dire devant cette situation très délicate où nous a plongé la disparition d'Ahmed Gaïd Saleh, Rabbi Rahmou. Je dis Rabbi Rahmou pour tous les morts dont je prononce le nom de façon indifférenciée. En fait, je n'ai pas hésité face à la complexité du personnage, sur lequel je sais très bien à quoi m'en tenir, ni même à cause de cette hystérie collective qui a été si savamment inséminée au sein des catégories sociales les plus fragilisées, elles que le régime a laborieusement conditionnées. Non. Ce qui a suscité ma perplexité, voire même ma détresse, voire même l'appréhension qui est la mienne de choquer une famille et d'avoir découvert que ce régime a finalement réussi à nous diviser jusqu'au milieu de nos propres familles, jusqu'au sein de cette intelligentsia, ou plutôt dont nous pensions qu'elle était une intelligentsia, et dont nous découvrons aujourd'hui qu'elle est truffée de gens qui sont aux antipodes de l'idée même que nous nous faisons du SMIG intellectuel, dont nous pensions, à tort bien sûr, qu'il était au-dessus des basses contingences, capables de distanciation, et dont le critère premier est l'honnêteté intellectuelle. Comme j'étais loin du compte, combien j'étais naïf, à la limite de l'ingénuité, voire même de l'indigence mentale. J'avais tout simplement oublié que toutes les sociétés, tous les systèmes politiques, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur profondeur morale, engendrent dans le sein même de leurs élites des fascistes, des racistes, des extrémistes de tous bords, et jusqu'à des terroristes, des criminels de masse, des tortionnaires, des manipulateurs, des menteurs et des falsificateurs. Et le pire est que dans leur attitude hystérique, ils sont souvent de bonne foi, ancrés dans des convictions très prégnantes, au point où ils pourraient mourir pour ce qu'ils croient être leurs idées. Mais je n'ai pas découvert que ce genre d'attitude excentrée et fanatique au sein de ces soi-disant élites intellectuelles. J'y ai décelé aussi, et surtout, une autre espèce d'individus qui avait fait profil bas pendant tout le temps où le Hirak était au plus haut et qui, aujourd'hui que les digues de la dignité humaine semblent avoir été rompues, ne se connaissent plus de frein. Ils sortent du bois, enfourchent la vague et se lâchent comme jamais ils n'auraient osé le faire, qualifiant quiconque ne va pas dans leur sens de traître, de sherdima, n'hésitant pas à transformer le disparu en une sorte de prophète, de héros épique, de sauveur de la nation. Cela me semble appartenir à eux-mêmes à deux autres catégories, très différentes l'une de l'autre. La première, la plus large et la plus nombreuse, qui recrute dans toutes les couches sociales, les plus indigentes et le plus souvent les plus enclavées, est sincère, cette catégorie-là, généralement. Elle est sincère, d'une certaine façon, parce qu'elle a été très savamment lobotomisée, conditionnée jusque dans ses tréfonds, qui a du nationalisme, du patriotisme, de sa religion, de son identité, de ses ennemis de l'extérieur, des idées très frustes, très superficielles, très réductrices, qu'elle a tétées au biberon de la propagande primaire. La seconde, beaucoup moins pléthorique, mais
qui dispose de moyens de communication et de persuasion très importants, est souvent l'allié naturel du régime, parce qu'elle fait partie du régime, qu'elle est son rempart le plus périphérique, le plus éloigné de ses centres, celui qui prospère au milieu des catégories les plus défavorisées. Mais elle a un accès à ses privilèges, à ses prébendes. Celle-là est la plus inquiétante, parce qu'elle n'est ni naïve, ni habitée de conviction, mais portée par sa seule avidité, son seul opportunisme, même s'il arrive à ceux qui la constituent de tomber dans le piège de leurs propres mensonges. Celle-là est inquiétante, en effet, parce qu'elle est la courroie de transmission du mensonge, de la subversion, de la manipulation, de la contre-révolution. L'autre constat que je ne peux pas ne pas faire, à la faveur de cet événement, un constat non moins alarmant, est cette flambée des haines chez tous les extrémistes de la société. Ceux-là qui se ruent dans l'aubaine pour hurler que ce peuple d'esclaves, nous disent-ils, ne les mérite pas. Et leur pendant de l'autre bord qui claironne sur les premiers qui sont les ennemis de Dieu, de la nation, des shuhada, des moujahidines, etc. En fait, là où ils se trompent tous les deux, des deux bords de la détestation, et que tous les deux se valent, que tous les deux se méritent, que tous les deux sont l'écume toxique qui remonte des fonds boueux quand les grandes lames de fond bouleversent les sociétés trop longtemps opprimées. Aujourd'hui, mercredi 25 décembre, le régime a usé de tous ses moyens et de tous ses relais et de toutes ses méthodes pour tenter de nous diviser, de nous monter les uns contre les autres, pour pouvoir se maintenir à la tête du pouvoir qui nous a volés. Il n'a reculé devant rien pour nous faire croire que nous sommes divisés, que nombreux parmi nous sont ceux qui le soutiennent, qui le défendent et qui le pleurent quand l'un des siens disparaît. La réponse du peuple aura lieu le vendredi prochain, avec les seuls moyens du peuple et face à l'adversité, toute l'adversité du régime, qui usera de tous ses moyens, de toutes ses méthodes, de tous ses relais pour nous faire croire que nous ne sommes pas aussi forts ni aussi déterminés que nous le croyons. C'est donc au peuple, et au peuple seul, seul contre tous, de montrer, encore plus que tous les autres vendredis, plus que tous les autres mardis, que les peuples sont plus forts que leurs despotes, et que tous ceux qui les soutiennent, pour des raisons ou d'autres, sont aussi volatiles que les fausses promesses qu'ils leur font. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجل الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع
Algérie, un décès et des questions. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici sur le plateau Houssine Jidel, anthropologue, analyste politique. Houssine, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamaldine. Merci. Alors, au téléphone depuis Alger, Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Salam alaikum, Zulf Laouen, et bonsoir tout le monde, surtout les auditeurs et tous ceux qui suivent les ondes de la chaîne Mararibia. Merci. Et Maher Zebouish, enseignant à l'université de Bjaya. Maher Zebouish, merci d'être avec nous. Ah, nous n'avons pas encore réussi à le joindre. J'espère que ça ne va pas tarder. Houssine Jidel, voilà, donc Gaïd Salah, Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, Rabbi Rahmou, Toufa. Il a disparu, nous dit-on, des suites d'une crise cardiaque. D'abord, votre sentiment comme ça à chaud? Mon sentiment, c'est que il est entre les mains de Dieu. Et donc, on doit tirer la leçon suivante. Ahmed Gaïd Salah est parti. L'Algérie est là. La révolution est là. La crise est là, le commandement militaire est là, et rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Et donc ceux qui tablaient sur la vie ou sur le décès de Gaïd Salah pour que les choses changent doivent attendre encore quelques jours pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire le commandement militaire. Moi, je veux uniquement signaler quelques éléments qui sont très importants pour moi. Gaïd Salah, comme toute personne, a le droit d'être, comment dirais-je, vénéré, ou s'ils veulent, faire l'objet de l'éloge ou de critiques, mais sans tomber dans les insultes. Le Gaïd Salah était un personnage public, donc les Algériens ont le droit de critiquer ses actes et son parcours politique. De là à l'insulter et à tomber dans ce qui est indigne, je ne pense pas que notre morale et notre culture algérienne ne le permet. Et pour autant, de l'autre côté, il ne faut pas non plus dire que ceux qui n'affichent pas leur sympathie, qui ne disent pas ouvertement, qui ne présentent pas ouvertement les condoléances à Gaïd Salah, ce sont des Algériens, ce ne sont pas des vrais Algériens, et on tombe dans le jeu de diviser les gens sur le sujet de décès de Gaïd Salah. Donc, justement, on n'a jamais vu autant de haine depuis le début du Hirak, du mouvement citoyen, que cette fois-ci, alors que normalement les choses auraient dû se faire de façon plus apaisée, plus placide, plus respectueuse. C'est quasiment un déferlement inouï de haine, de détestation des uns contre les autres. C'est incroyable. C'est ça le jeu du régime. Vous savez pourquoi? Parce que Gaïd Salah lui-même a cristallisé tous les mécontentements autour de lui. N'oublions pas que 10 mois, il a tout centralisé. Il est l'Algérie, il est le président, il est le chef du gouvernement, il est le porte-parole de l'armée, il est le porte-parole du gouvernement. Il est tout, il est l'Algérie. C'est lui qui a convoqué le corps électoral, c'est lui qui a décidé que Tebboune serait président. Exactement. C'est lui qui a tout décidé. Il a essayé de faire des élections, il n'a pas réussi à les faire. C'est une mascarade avec le témoignage du monde entier. Donc il a cristallisé tous les mécontentements. Et en même temps, ceux qui ont l'intérêt avec le maintien de ces régimes, aussi, ils ont mis tout leur espoir de se maintenir avec le régime en la personne de Gaïd Salah. Donc, Gaïd Salah n'est plus là, il a laissé beaucoup d'orphelins. Gaïd Salah n'est pas là, les gens qui ne l'aiment pas, ils pensent que, enfin, un obstacle
quelqu'un qui méprise les Algériens, quelqu'un qui n'a pas voulu lâcher, quelqu'un qui a jeté les Algériens en prison, quelqu'un qui n'a pas ménagé la peine de lancer l'Algérie dans une aventure incertaine, est parti. Et peut-être, avec son départ, il y a peut-être un début de solution. Donc, les gens qui aiment Gaïd Saleh et ceux qui le détestent se confrontent pour la simple raison parce qu'il regroupe. Il cristallise un peu les deux protagonismes. Oui. Les deux protagonismes. Et ça, c'est inédit. Aucun responsable algérien n'a été. N'a autant cristallisé les haines et les passions. Et les passions. De l'autre côté, de ceux qui l'adulent. Oui. Aucun responsable algérien n'a eu le pouvoir absolu de Gaïd Saleh. Comme Gaïd Saleh. Alors, Issa Rahmoun, d'abord votre sentiment sur cette disparition du chef d'état-major Ahmed Gaïd Saleh, Rabbi Rahmou. Il faut dire une chose, qu'on évolue dans une société qui a des dimensions culturelles, religieuses assez importantes. Le poids de notre éducation religieuse et culturelle nous impose à tout un chacun باش نترحموا على إنسان اللي فارق الحياة. هذا من جهة. لكن ce que je voulais dire على كل حال, on se rappelle que Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature à titre posthume. Et ce n'est pas la mort qui va nous faire tomber dans le piège des sensations, des sentiments. Quand un responsable politique, un responsable qui m'appelle le plateau, qui était responsable de l'exécutif, du judiciaire, du législatif, qui a remplacé, qui est devenu Rabb Daïr, il faut parler de ses responsabilités politiques, de sa responsabilité éthique, de sa responsabilité historique dans la révolution algérienne qui est née le 22 février 2019. Ça de l'autre côté. Maintenant, ce qui est regrettable dans le décès de l'ex-chef d'état-major, c'est l'exploitation politique, l'exploitation médiatique pour se replacer dans, bien sûr, sur fond de sensations, de sentiments sur l'échiquier politique. Réellement, le régime n'a pas changé de nature. Et quand on voit que les obsèques de l'ex-chef de l'état-major ressemblent tellement, d'une manière très impressionnante, à celle de Boumedienne, à une différence qui est palpable, c'est que Boumedienne, quand il a quitté la vie, quand il a rendu l'âme, il faut le dire que la société algérienne était adoratrice de ce personnage, du président. Adoré, on était dans la foulée, on était dans le sentiment du socialisme et du nationalisme algérien qui avait ses profondeurs dans la société, dans les couches de la société. Or, cette fois, on voit un deuxième acte de décès. Ils veulent l'exploiter à la Boumedienne. Et quand on voit les gens courir dans la rue, et quels gens? On a eu des informations à travers les journalistes qui sont à Alger, qui ont assuré la couverture. Il y avait beaucoup de bus qui ont fait le déplacement de toutes les wilayas du pays. Bien sûr, c'est des bus qui étaient gratuits, offerts par les lobbies et la clientèle du régime. Ça courait dans tous les sens pour dire que Millionia, en fin de compte, c'est pas une Millionia. Réellement, les Algériens sont conscients, ils sont plus manipulables. Durant les années 60-70, il n'y avait pas autant ces techniques de communication, ces réseaux sociaux pour avoir la vérité, être assez intelligent sur les faits politiques. Mais actuellement, il faut dire que la jeunesse algérienne est assez consciente et assez cohérente avec elle-même dans ce qu'elle veut et pour son devenir. Voilà. Mais d'un autre côté, il faut le dire,
ne serait-ce que, il faut être humanitaire dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Rabbi yarhamou, et on présente nos sincères condoléances à la famille de l'ex-chef de l'état-major. Mais cela ne va pas nous empêcher de dire les vérités, parce que l'exercice de la vérité, de la lucidité, de la pédagogie nous impose à dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça réellement, être l'élite. Être, d'une part, on fait la différence entre ce qui est sensationnel, ce qui est émotionnel, ce qui est logique, ce qui est de droit pour faire avancer la société. Et restez avec nous, Salamou, je reviens à vous dans un moment. Mahrez Bouiche, merci d'être avec nous. Mahrez Bouiche. Azoul Flek Jamal, Azoul Damqran. Azoul. Bonsoir à vous, bonsoir à mon ami Rahman et bonsoir à vos invités. Hossein Jidel est avec nous. À Hossein Jidel aussi et à tous les Algériens qui regardent maintenant l'émission de Jamel-Din Chenouf. Merci beaucoup, Mahrez Bouiche. Alors, d'abord, votre sentiment sur cette disparition du chef d'état-major et des réactions très mitigées d'un côté et de l'autre. Quel est votre sentiment général sur cette question? Loin de toute spéculation philosophique, mais je pense effectivement que comme ça a été dit par mon ami Rahman Aïssa, bien sûr, du point de vue humain, il est clair que on dit Allah yarhamou, paix à son âme, mais aussi de point de vue humain, on dit aussi, on a une pensée aussi à toutes les personnes qui se considèrent victimes aussi de Gaïd Salah, parce que en Algérie, ces derniers mois, il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui se considèrent ou qui sont victimes, bien évidemment, du politique du chef de l'ex-chef de l'état-major. Je parle des détenus, des familles des détenus, je parle de ceux qui sont encore présents, de tous ceux qui sont blessés. Bon, c'est des gens qui se considèrent aussi qui sont victimes de ce système. Comme on a une pensée humaine à la mémoire de Gaïd Salah en disant paix à son âme, on a aussi une pensée humaine à toutes ces victimes, bien sûr, de victimes d'un système autoritaire. Ça, c'est un deuxième élément. Bien évidemment, moi je l'ai dit auparavant que parmi les éléments qui constituent un peu la nature du système algérien depuis 1962, c'est le paternalisme, c'est-à-dire il y a toujours la notion du chef qui revient à chaque fois et la notion du père qui revient à chaque fois. D'ailleurs, c'est l'une des substances réelles du système en place. Le système algérien qui est de nature militaire, il ne peut pas sortir justement de cette logique du chef et le chef et les morts, donc vive le chef. Ça fonctionne comme ça parce que c'est un système qui ne peut pas vivre sans chef. D'où d'ailleurs l'échec de la démocratisation du pays, d'où l'échec de l'instauration d'une république digne de ce nom. Donc le paternalisme qui constitue un peu la nature de ce système a fait que les tenants du pouvoir actuellement ne peuvent que vénérer leur chef qui a centralisé bien sûr les pouvoirs depuis je dirais depuis le 27 mars. La rentrée de Gaïd Salah, paix à son âme, ça a été pratiquement apparente à partir du 27 mars, après le 30, et par la suite, ça s'est devenu un rituel, 2 discours, 3 discours chaque semaine, avec le discours du mardi. Donc, ce qui fait, il a centralisé un peu le discours politique, la décision politique et le cheminement d'ailleurs de cette feuille de route qui a été mise en place par le système. Donc, c'est tout à fait normal que le système il va le vénérer. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui d'ailleurs via les médias et via les chaînes privées ou étatiques. Donc ce paternalisme, pourquoi il est important pour le système? Parce que c'est à travers justement la notion du chef, la notion du père que le système en place et se régénère et se reproduit davantage. Moi, je vais rebondir sur un autre point et c'est assez important, et ça a été dit tout à l'heure par Hossein Jidel, effectivement, en l'écoutant, en disant effectivement qu'en Algérie, où maintenant il y a 2 sentiments. Il y a un sentiment, bien sûr, de sympathie, de passion, de tristesse, peut-être nourri par
par des considérations subjectives ou émotionnelles ou sentimentales, mais il y a aussi malheureusement des sentiments, je dirais pas de haine, mais je dirais de... Nous allons, c'est un des points dont nous allons parler, Mahazboui. Je reviendrai à vous tout à l'heure, justement. J'ai lu sur un de vos posts sur Facebook, vous vous êtes exprimé sur la question et j'aimerais que nous y revenions plus en détail. Alors, Hussein, avant d'arriver à ce sujet de ce qui est en train de se passer au sein de la société algérienne, maintenant, il y a une vraie division, on ne peut pas la cacher, même si elle reste mineure, même si les gens qui sont du côté du régime restent très, très minoritaires. Mais il n'empêche pas moins que ces divisions sont en train d'apparaître au sein même des familles, des amis, des intellectuels ou dits intellectuels, des universitaires. Mais avant d'arriver à cette question, sur les moyens qui ont été, comme vient de le décrire Essa Rahmoun, cette exploitation politique, médiatique, qui a été mise en branle pour exploiter cet événement tragique du décès de Ahmed Gaïd Saleh. On nous parle de moyens faramineux. Des bus, des militaires en civil, des chaînes de télévision, des journaux qui ont été appelés à la rescousse. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la question? Oui, c'est la faillite du régime. Le régime qui ne pouvait pas avoir la sympathie de la population, une légitimité réelle, une sympathie réelle, il est là pour exploiter tous les moyens possibles et toutes les occasions. D'ailleurs, le régime essaye de construire une certaine légitimité, une certaine sympathie à partir du décès de Gaïd Saleh. À construire cette légitimité à partir des passions, de la tristesse, parce qu'il est en faillite, parce qu'il a été giflé le 12 décembre par le peuple algérien, parce que le peuple algérien a mis fin à cette mascarade devant le monde entier. Donc le régime il est en crise, les gens du régime sont en crise. C'est le moment de rebondir, de reprendre la main, d'essayer de gagner une partie de la population à travers ce moment de passion et de tristesse, puisque le régime n'arrive pas à convaincre les gens. Il n'a pas le moyen de les convaincre, il n'a pas de projet, il n'a pas de légitimité, il n'a pas de sincérité, et il n'a pas de personnage ou de personnes crédibles. Donc tout moyen qui peut redonner une certaine sympathie, même minime soit-elle, pour le régime est bon. Et quels sont les moyens qui ont été utilisés? Moyens matériels et j'allais dire médiatiques, de propagande. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme moyens? Premièrement, ils ont ordonné à chaque daïra d'envoyer minimum 3 bus vers Alger. Il y a combien de daïras? Il y a 535 daïras en Algérie. C'est-à-dire 1500 bus. 1515, 1500... Mais on nous dit que dans certains bus, il n'y avait que quelques personnes. Oui, mais l'essentiel pour eux... Bon, chaque chef de daïra et chaque wali, il doit faire le maximum pour... ratisser. Voilà, le maximum. Donc, il y a des gens qui se sont déplacés librement et parce qu'ils aiment le Gaïd Saleh, parce qu'ils pensent... Parce que nous allons voir quelques images justement dans un petit moment de ces funérailles, mais dans ces gens qui étaient présents, il n'y avait pas que des cachiristes. Il y avait des gens qui étaient vraiment convaincus. Il y a des gens, les gens qui sont convaincus. Moi, j'en ai parlé avec des gens qui sont convaincus. Je parle toujours avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et d'ailleurs, j'ai des relations, des fois, d'amitié. Nous sommes à côté de vous, nous sommes en train de voir les images. Hein. Mais allez-y, poursuivez. Donc, je dis, ce sont des gens qui ont vraiment peur de l'avenir de l'Algérie. Ils pensent que le Gaïd Saleh et l'institution militaire, ce sont les gens seuls qui peuvent garantir l'avenir de l'Algérie. Et ce sont des gens qui se trompent. Pourquoi ils se trompent? Mais il y a parmi eux des intellectuels, des gens très connus, des journalistes. Moi, j'ai lu un papier d'un journaliste qui a fait un papier sur ça. J'ai été effaré. Il y a des universitaires, des professeurs d'université. Pas seulement des enseignants, des professeurs. Des intellectuels de tous bords qui ont pris fait et cause pour Gaïd Saleh et qui ont commis, j'allais dire, des écrits absolument incroyables. Oui, mais sans juger leurs intentions. Moi, je vous rappelle, Jamaluddin, que Hitler aussi,
il avait des célèbres intellectuels. Oui. Mais il a conduit son pays. Ouais. Deuxième Guerre mondiale. Ouais, ouais. Ça existe dans toutes les Ça sociétés. existe dans toutes les sociétés, il ne faut pas se leurrer. Le régime, il a fabriqué des intellectuels d'ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir le statut d'intellectuel en Algérie. Si, quand même, il y en a qui sont dans l'opposition. Oui, Ah. non, mais je dis le statut reconnu par le régime, Oui. sauf si vous êtes dans la même logique que le régime. Mais cela c'est pas parce qu'ils sont des intellectuels qu'ils ont raison. C'est pas parce que ce sont des intellectuels qu'ils ont une vision pour l'Algérie. Ils n'ont pas de vision pour l'Algérie. Ce sont des gens qui ont peur Ce sont des intellectuels sur le plan académique, mais sur le plan politique, ils ne sont pas des intellectuels. Ce ne sont pas des producteurs d'idées, ce ne sont pas des gens d'action, ce ne sont pas des gens qui veulent changer les choses. Ce sont des conformistes, ce sont des gens qui sont là pour garder leur confort, leur bien-être. Mais il y en a qui sont à l'étranger, qui ne dépendent pas de ce régime et qui ont exprimé des positions très, très pro-gaïdistes. Oui. Très pro-régime. Exactement. Ce sont les gens qui partagent avec le reste de la population l'idée absurde que si les militaires ne restent pas au pouvoir, l'Algérie encourt un danger. Alors que nous, on dit le contraire. C'est les militaires, c'est le commandement militaire qui dirige l'Algérie vers l'impasse, vers le danger. Et ce n'est pas moi uniquement qui le dis. Et le fils du régime qui est Hamrouche qui l'a dit clairement et net. Un État antinationaliste, un Exactement. État ceci, Ils sont cela. dangereux pour l'Algérie. Ce oui. commandement militaire est dangereux pour l'Algérie. Donc, il y a des gens qui n'ont pas pu imaginer que la liberté, que le peuple algérien a changé, qu'on est dans un nouveau monde, que ces gens-là qui ont fait pendant 10 mois une révolution superbe, une révolution qui a eu la sympathie du monde entier, peuvent produire ou peuvent donner une Algérie nouvelle. Alors, Issa Rahmoun, ce que vous qualifiez d'exploitation politique, médiatique, etc., qui a pris donc cet événement en otage pour faire une vraie démonstration de force, de sympathie des populations, comme ils disent, en faveur du régime. Alors, tout d'abord, je voulais revenir sur le concept de l'intellectuel et de l'élite à la fin. Oui. Je rappelle une très belle citation d'une journaliste algérienne, prix Sakharov du Parlement européen, Selim Arzeli, qui disait que l'alphabétisé du tiers-monde est promu au rang de l'intellectuel par vacance du poste. D'une part. D'une autre part, je voudrais revenir à Dars Betar, Mohamed Deb. Oui. Pour un peu illustrer le rôle de cette élite, de ces intellectuels dans le vécu, dans les positions politiques à prendre à l'état où l'on est actuellement. Il s'agissait d'un exercice donné par l'école coloniale française au petit Omar, un personnage phare du Dars Betar, qui disait, voilà, tu arrives à la maison, tu dois décrire ton père est assis en face d'une cheminée en train de lire un journal. Ta maman qui est en train de te tricoter le pull de l'hiver. Ta petite sœur qui joue avec le caniche de la maison, le petit chien de la maison. Et toi, tu réponds à la récitation guidée dans un processus méthodologique de l'école française. À un certain moment, Omar s'est aperçu, il disait non, mon papa il est en train de ramasser des débris de légumes et fruits dans le marché quotidien. La maman est allée chercher 1 litre d'eau pour nous assurer une ration quotidienne. Et ma petite fille, je suis en train de lui enlever, de lui soustraire des poux de ses cheveux. Les jeunes qui sont en couple, réellement, c'est ça, l'élite, c'est celui qui dit la vérité. C'est celui qui n'accepte pas le statu quo. Souvenez-vous que le premier discours, entre guillemets, de Tebboune, qui est intronisé, qui est désigné comme président de la République après une fausse élection, après une mascarade électorale, il s'est adressé à la couche moyenne. Et cette adresse à la couche moyenne est très significative. Et quand on dit la couche moyenne,
c'est des gens qui ont fait des études, qui sont avocats, qui sont médecins, qui sont architectes, qui sont entrepreneurs, PMI, PME, mais aussi à ces investisseurs qui ont des difficultés à avoir des marchés sur le marché national économique et financier. Cet appel d'offres du président, entre guillemets, désigné, et nous renseigne sur la volonté du régime à recycler avec une autre configuration, avec d'autres personnes, avec d'autres moyens, et créer une nouvelle Aïsaba. Une nouvelle Aïsaba qui sera bien sûr soumise au régime actuel. Donc la question de l'élite, la question de l'intellectuel, on doit la prendre avec beaucoup de pincettes en Algérie. L'intellectuel, l'élite actuellement en Algérie, c'est cette intelligence populaire qui, dans les manifestations, dans les messages très forts adressés au régime et au peuple à la fois, c'est à travers cela, si on veut construire un État, si le régime actuel, si le nouveau chef de l'état-major, parce que l'institution militaire, depuis l'indépendance à nos jours, nous a confirmé son omniprésence, son contrôle réel de la vie politique, de la vie... Ça veut dire, d'après vous, Tebboune compte que pour du beurre. Le vrai chef reste l'armée, reste l'état-major de l'armée. Mais bien sûr, effectivement, on peut pas changer en 10 mois. En 10 mois, on peut pas changer le fonctionnement d'un État. En 10 mois, on peut pas changer le fonctionnement des institutions. Le cumul, ce que les sociologues appellent le cumul de civilisation, le cumul de frustration, le cumul de fonctionnement ne peut pas changer en 10 mois. C'est une question de processus. Un processus nécessite un mécanisme, des outils politiques, éthique, à travers une négociation large, à travers une concertation très approfondie des maux de la société, des maux des institutions. Je suis tout à fait d'accord avec Sir qui dit au plateau que l'idée prêchée par Mouloud Hamrouche qu'on ne peut pas changer le système de gouvernance en l'espace d'une élection. Ce n'est pas à l'occasion d'une élection, ce n'est pas à l'occasion d'une révolution qui dure depuis 10 mois qu'on pourra changer les choses. Et sur ces méthodes utilisées donc, par le régime pour créer cette empathie, ramener ces milliers et ces dizaines de milliers, voire peut-être même des centaines de milliers, d'après ce qu'ils disent eux, puisqu'ils parlent de millionia, qui ont utilisé donc des milliers de bus, des dizaines de milliers de militaires en civil, tous les médias serviles à la solde du régime pour essayer donc de conditionner les foules, comme ils disent eux. Est-ce que vous avez des informations sur ces questions? Oui, on a des informations, bien sûr. Heureusement. On a nos relais dans les médias au niveau des journalistes qui ont l'honnêteté intellectuelle de ces donneurs d'alerte. Effectivement, et ça n'a pas changé depuis 62. Vous avez la presse, les médias lourds, la justice et les corps constitués demeurent les leviers, l'opérationnel du régime, en fin de compte. Et sur cet événement, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont essayé de rééditer les funérailles de Boumediene à l'occasion de ces funérailles. Donc, il y avait un message très important à la société qui est, comme disait Mahrez Bouaïch tout à l'heure, il y a le guide suprême, il y a le phare de la société, il y a le Père éternel. Souvenez-vous, attention, on a fait de Bouteflika un père de 20 ans et on a fait de Gaël Salah un père de 10 mois. Donc arrêtons ces manipulations, c'est le propre du régime, mais quoi que je pense actuellement en 2019, avec tous les moyens extra presse guidée, extra médias guidés, que le peuple est assez conscient. La réponse, on l'aura le vendredi prochain. Et je pense ça va être un vendredi très important dans l'histoire du Hirak. Et je reviens à vous dans un moment, Aïssa Rahmoun. Mahrez Bouaïch, avant d'arriver à la question dont nous avions parlé, vous et moi, tout à l'heure, sur ces moyens quasiment disproportionnés que le régime a mis en branle pour ramener tous ces gens
de tout le pays, des milliers de bus, nous dit-on, des dizaines de milliers de militaires en civil pour encadrer, pour faire partie de la foule, toute une organisation et le recours à tous les médias serviles du pays. Bah, je pense que le contraire peut être étonnant. Bien évidemment que le pouvoir, il est dans sa logique et il n'a pas commencé qu'aujourd'hui ou avant-hier. On a vu comment il y avait une manipulation et une exploitation d'immédiat depuis pratiquement le mois de mars passé. Presque maintenant, nous vivons sous cette logique d'orientation médiatique depuis pratiquement 10 mois. Tout le monde, du moins, qui l'a constaté en Algérie ou ailleurs, où l'image de Gaïd Salah, les discours de Gaïd Salah, il revient à chaque fois. Il y a un conditionnement qui a été déjà préparé par le système en faisant bien évidemment de Gaïd Salah le sauveur. Ça ne date pas d'il y a 2 jours ou il y a 4 jours. Ça a commencé depuis le premier discours du mois de mars, du 27 mars passé. Donc il y a un conditionnement, bien sûr, en utilisant, en instrumentalisant bien sûr les journaux, les médias, les chaînes de télévision, la radio, et avec un verrouillage aussi médiatique assez affreux. Donc il n'y a que la télévision a un discours, un seul discours, a une seule image, a une seule logique, a une seule philosophie. C'est la philosophie du commandement militaire, représentée d'ailleurs à l'époque par Gaïd Salah. Il se fait justement de revenir justement sur les chaînes de télévision et toute cette propagande qui a été utilisée depuis un bon moment. Donc aujourd'hui, pour moi, les funérailles de Gaïd Salah reflètent un petit peu, d'une manière un petit peu globale, que réellement le système il est en panne. Il est en panne d'idées, il est en panne d'ailleurs de projets. Ça explique, ça démontre qu'ils sont à la recherche d'une légitimité, vu que depuis 10 mois, ils n'ont pas pu convaincre le peuple de rentrer chez lui. Le peuple a donné plus de preuves de détermination et aussi de fidélité à toutes ces revendications prônées depuis le 16 février à Kharataï le 22. Donc ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas de légitimité, et ils savent pertinemment aussi que le processus électoral était rejeté catégoriquement par le peuple, et ils sont au courant d'ailleurs qu'ils ne sont pas légitimes, du moins ils ne reflètent pas la volonté populaire. Et sur la médiatisation à outrance, donc les médias serviles parlent de millionnaires. Alors que pour ce qui est des vendredis et des mardis, quand ils parlent des manifestations populaires, ils disent non, et ils essaient même de le démontrer par des calculs, que c'est à peine quelques milliers, au mieux quelques dizaines de milliers, alors que ce que nous avons vu aujourd'hui nous parle de millionnaires, et les médias, ils ont mis le paquet sur ça. Oui, c'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure que les médias en Algérie maintenant, ils faisaient depuis longtemps dans la contre-révolution. Ils étaient parmi les instruments de la contre-révolution menée que mène le système depuis aussi longtemps. Donc, c'est pas nouveau à un Algérien aujourd'hui quand tu lui poses la question sur les médias. Directement la réponse, et ils vont vous dire que c'est bon, ils ont lâché la révolution depuis assez longtemps, du moins depuis le mois de juillet passé. Donc les médias, ils sont dans cette logique de sens unique, c'est-à-dire montrer les discours de Gaïd Salah et maintenant, Maher Bouis, maintenant qu'ils ont réussi ce coup, ils ont réussi à ramener beaucoup de gens depuis tout le pays pour le seul Alger, hein. Est-ce qu'ils ne vont pas y prendre goût? Est-ce qu'ils ne vont pas organiser des contre-manifestations de ce type en ramenant des gens d'un peu partout, 3 bus par daïra, beaucoup d'argent, beaucoup de militaires en civil? Finalement, ils sont en train de se rendre compte que ce n'est pas aussi difficile que ça. Oui, c'est possible. En tout cas, ils ont essayé de le faire bien avant. En tout cas, le problème qui se pose maintenant, même sur le plan éthique, c'est comment on exploite
les funérailles d'un mort pour avoir de la légitimité ou pour faire de la contre-révolution ou pour construire une certaine symbolique. Parce que le plus important pour le régime en place maintenant, c'est de construire une symbolique justement qu'ils vont utiliser pour contrecarrer le Hirak ou la révolution en marche. Eux, maintenant, ils ont un instrument, un argument. À défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manque de légitimité ou de moyens ou de capacité justement de prendre en considération les revendications du peuple, c'est tout à fait normal qu'ils vont utiliser la mort de Gaye Salah pour contrecarrer. Parce que l'objectif numéro un, juste après les élections, entre guillemets, préparées par le système et la désignation de Tebboune, c'est comment faire rentrer les Algériennes et les Algériens chez eux. Parce que juste après, c'est tout le monde qui l'a constaté, que les marches du vendredi, les 2 derniers vendredis, ils étaient énormes. Et même la marche d'hier, le mardi, il était aussi énorme. C'est-à-dire, eux, ils étaient dans une phase de carence d'idées et de solutions. Ils étaient incapables justement de trouver des solutions et de satisfaire les revendications du peuple. Comme ils ont utilisé la question du drapeau, ils ont utilisé la question d'interdiction d'accès aux Algériens à Alger ou la répression comme ils l'ont fait à Oran, etc. C'est tout à fait normal et c'est prévisible d'ailleurs d'utiliser justement une forme de construction d'un élément symbolique pour contrecarrer la révolution en marche. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Alors, Houssine Gidel, nous en arrivons donc à cette, comment dire, cette vindicte, cette stigmatisation des uns par les autres, cette haine, cette exécration. C'est incroyable sur les réseaux sociaux, y compris jusque au sein des familles. Vous trouvez des gens qui optent pour ou contre le Nizam, pour ou contre le Hirak, au point où d'autres se réjouissent. J'ai même vu un médecin faire paraître un post sur Facebook où il a dit « Ah voilà, le régime aussi a eu sa millionia, le Hirak c'est fini ». Alors, cette détestation, cette exécration, cette haine, d'où elle vient? Comment ont-ils pu l'actionner de façon aussi forte? Écoutez, moi je pense que le régime qui n'a pas trouvé la légitimité dans les urnes, il la cherche dans la tombe. Et que la minorité apparente, la minorité qui est avec le régime, elle a toujours existé. Les moments comme ça, les Algériens sont très très sensibles. Et donc, la sympathie manifestée à l'égard de la personne morte ne signifie pas la sympathie avec les militaires, ni avec le régime. C'est-à-dire, les comportements de certains gens alimentent automatiquement, dans les moments comme ça, un comportement de rejet et un comportement antagoniste. C'est-à-dire, le moment, quelques jours après, on verra si ces gens-là seront toujours avec ce régime. Je pense que... Non, mais moi je ne suis pas d'accord avec vous sur un point, quand vous dites... en fait, sur les réseaux sociaux et le langage de beaucoup de gens qui ont rejoint donc, le régime, ils reprennent presque mot à mot ce que disait Ahmed Gaye Salah Rabbi Rahmou. Cherdima, les traîtres, la main étrangère, le harka, c'est très fort, c'est très violent. Et de l'autre côté, du côté des gens qui manifestent pour un état de droit, c'est pas mieux. Hein. Les autres aussi sont traités de traîtres, de gens qui ont vendu le pays, de tous les noms d'oiseaux. Cet égard de langage sur les réseaux sociaux, ce n'est pas, proportionnellement, ce n'est pas l'égard de langage qui se trouve dans la société. Donc, entre guillemets. Donc, les gens qui font le recours à ce genre de langage, ce sont des gens qui sont connus pour ce genre de comportement. Même dans le Hirak, il y a des gens qui vont vers la... il y a des gens qui ont insulté Gaye Salah. Il y a des qui ont manifesté leur joie. Leur joie mais ce sont des gens qui ne représentent pas la grande partie de Hirak. On a une majorité
qui respectent les règles dictées par notre culture et notre religion, et à ceux qui se permettent de ne pas respecter. Juste quelque chose de très important. Moi, je pense que l'inquiétude, la révolution algérienne est un fait inédit. Inédit. Et beaucoup d'Algériens ils disent nous dirigeons avec cette révolution, la minorité qui soutient le régime, nous dirigeons vers l'inconnu. Ce sont des gens qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de l'inconnu. Ils n'ont jamais vu ce cas, ils n'ont jamais vu 10 millions dans la rue, ils n'ont jamais vu une révolution qui met en cause les militaires, qui met en cause cette dictature militaire. Et donc ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils disent nous, ce qu'on connaît mieux que ce qu'on ne connaît pas. Mais est-ce qu'il y a cette catégorie de gens seulement, ou est-ce qu'il y a aussi dedans les opportunistes, ceux qui sont les alliés naturels du régime, les cachis, les gens qui sont naïfs, ce n'est pas aussi homogène. Les gens, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui sont honnêtes dans leur démarche. Ils soutiennent le régime parce que... les conditionner. Voilà. Ils soutiennent le régime parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils n'ont jamais vu une révolution, et surtout une révolution pacifique. Mais le reste, c'est une portion qui sera toujours là, qui soutiendra le régime par intérêt, par peur, par incompréhension. Mais ce qui est important, Jamel Din, je ne pense pas que la société algérienne est divisée. C'est le régime qui essaye d'alimenter la haine. C'est le seul moyen d'essayer de diviser. Mais est-ce que nous ne risquons pas d'aller vers une sorte de clivage entre les uns et les autres, même si le nombre n'est pas le même, même si nous ne sommes pas à moitié-moitié. Ceux qui sont avec le régime sont une infime partie de la population. Mais il y a beaucoup d'hésitants, il y a beaucoup d'indifférents. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'indifférents. Le régime, il a essayé plus grave que ça. Oui. Il a essayé de diviser Al-Harak sur le fait de la différence entre Zouef ou l'Arabe, entre les islamistes et les... Mais c'est plus grave que ça. Ça, ce sont des moments de passion. Ce sont des moments où la raison ne contrôle pas ce que les gens disent. On laisse quelques jours passer. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours. Je pense que la société n'est pas aussi divisée. Elle n'est pas divisée. Il y a une minorité qui soutient le régime pour de multiples raisons. Il y a une majorité qui soutient le Hirak, qui veut un changement et qui a sa logique. Et cette haine, elle est alimentée par les opportunistes du régime qui essayent de faire de ce moment un moment de polarisation, un moment de confrontation entre la minorité et la majorité. Mais quand le régime s'y met, au moment où il fait tout pour contraindre le Hirak, l'empêcher de rentrer dans les villes, mettre les gens en prison, la calomnie, la diffamation, la menace, et dans le même temps, il met le paquet pour amener les siens à venir manifester à Alger. Les autobus, la presse, est-ce que là, il ne risque pas de créer un rapport de force qui soit dangereux pour la cohésion du peuple algérien? Non, je ne pense pas. Et vendredi, nous allons voir que Jamel Din, les gens qui sont depuis 10 mois, et nous allons parler de ce sujet de vendredi, ce sera le prochain point. Je reviens à vous. Alors, Aïssa Rahmoun, sur cette détestation que le régime a réussi à installer, qui s'exprime surtout à travers les réseaux sociaux, où les gens sont réellement à couteau tiré, et des clivages très prononcés qui vont jusque dans les familles, où les gens d'une même famille ne sont pas d'accord, n'ont pas une même vision des choses. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Allô? Oui, on vous écoute. Très bien. Donc là, je reviens aux années 90, souvenez-vous, parce que le régime en place, il a ses traditions. Il a ses traditions et ses stratégies qui sont très connues et expérimentées en même temps. Souvenez-vous, dans les années 90, il y avait une lutte dans la société, un débat très aigu, très farouche entre les membres des familles, effectivement, sur le fait de porter des armes et lutter contre le terrorisme armé.
est le fait d'une solution négociable et ne pas armer la société. Souvenez-vous qu'il y avait des villages avec ce qu'on avait dit des patriotes à l'époque qui ont pris des armes et des villages qui ont refusé. Ça a créé un fossé dans la société. Je pense que le régime est dans la même structure mentale et dans la même stratégie politique, dans le sens à diviser les sociétés, effectivement, même dans les familles, entre ceux qui disent que voilà, en fin de compte, et puis ce qui m'étonne, pardon, et je l'ai vu aujourd'hui dans plusieurs posts sur les réseaux sociaux, c'est quand on dit que voilà, l'ex-chef de l'état-major a tenu à sa promesse, à savoir aucune goutte de sang d'un Algérien n'allait être versée. Et réellement, est-ce que le rôle d'un militaire, est-ce que c'est un privilège de ne pas avoir le sang sur le pavé? Et excusez-moi de vous interrompre, c'est depuis hier le principal leitmotiv des médias du régime et des gens qui sont du côté du régime. Remercier le ciel que Gaïd Salah n'a pas versé une seule goutte de votre sang. Il y en a même qui disent c'est le seul chef d'état-major depuis l'indépendance qui n'a pas versé le sang des Algériens alors qu'il aurait très bien pu le faire. Et c'est réellement un leitmotiv. C'est comme si on leur demandait de remercier ce monsieur de ne pas les avoir tués. Alors là, d'une part, ceux qui ont cet énoncé politique, cette déclaration politique, nous disent que les précédents de l'ex-chef de l'état-major, Gaïd Salah, étaient des criminels. On respecte cet avis. Mais d'une autre part, ils nous disent que l'ex-chef de l'état-major décédé on a assisté Lyoum à ses funérailles, vous a évité le pire. Mais c'est qu'on est dans une absurdité incroyable. On est dans une absurdité. On est dans la négation de l'institution. On est dans la négation du fonctionnement des institutions républicaines. On est dans la négation de la Constitution, de l'article 28 de la Constitution. C'est comme si c'était un privilège. Et comme si l'ex-chef de l'état-major, Qaïd, il a le pouvoir de tuer, il a le pouvoir de donner la vie, il a le pouvoir d'enrichir, il a le pouvoir d'appauvrir tout ce qu'il veut. Donc arrêtons ces mascarades, arrêtons ces conceptions absurdes, ces conceptions élitistes qui sont à côté de la plaque. Donc réellement, ce chef de l'état-major, son rôle est institutionnel. L'armée a un rôle, عندها دور مؤسساتي. Ils ont un rôle institutionnel qu'ils doivent respecter. وقتاش نكملوا هاد الحياة. On ne va pas s'aligner du côté de l'institution, du côté تاع القانون. Mais arrêtons. C'est comme si on demande au sein du bon Dieu de nous permettre de respirer en fin de compte. Et restez avec nous, je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Maher Zebouich, donc détestation, exécration, clivage de toutes sortes, attisé savamment par le régime, par ses relais, Terwin, ils accusent de trahison quiconque ose dire le contraire de ce qui se fait, ou même quiconque ose dire la vérité seulement sur ces événements. Ça a provoqué une sorte de, comment dire, c'est un peu comme une bombe à fragmentation qui a éclaté de mille et une façons. Et il y a des déclarations d'exécration absolument incroyables. Et je vais vous donner un exemple, Maher Zebouich, et vous en savez vous-même quelque chose. Dans les régions les plus mobilisées, l'Algérois, la Kabylie, l'Oranie, quelques régions qui sont plus mobilisées que d'autres, il faut le dire les choses comme elles sont. Il y en a même qui parlent, des extrémistes, qui sont en train de dire c'est un peuple d'esclaves, quand ils voient ceux qui soutiennent Ahmed Gaïd Salah et qui sont avec lui à ses funérailles, c'est un peuple d'esclaves, ils ne nous méritent pas. Et ils vont très loin, hein. Ils vont jusqu'à des déclarations racistes. Et inversement, sur l'autre trottoir, sur l'autre bord, il y en a aussi
qui sont dans la même exécration, qui traitent toutes ces régions plus mobilisées que d'autres de zouaves, de sionistes, de mains étrangères, de mfarnsines, etc. Vous pensez que ça pourrait devenir dangereux, que ça pourrait nous mener à des situations qu'il faut craindre? Ça peut devenir très dangereux. Je peux dire même que c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre ces derniers mois, c'est complètement dangereux parce que ça a fait monter un peu les extrémités et ce ne sont pas des extrémités qui ne font pas des normes ou qui ne font pas la norme, mais maintenant, c'est des extrémités qui font la norme parce qu'elles sont institutionnalisées. Pourquoi je dis institutionnalisées? Quand tu vois à la télévision, l'Yatima, NTV, elle fait passer le mot zouaf ou elle fait passer le mot soukan al-asliyin al-wahran, ça devient très dangereux. C'est-à-dire auparavant, on se dit que c'est possible, c'est des visions un peu extrémistes qui existent dans la société, mais elles sont minoritaires, mais elles ne sont pas assez influentes, elles n'ont pas d'impact sur les institutions de l'État, sur les journalistes, etc. On se dit effectivement que ce sont des éléments qui sont minoritaires, mais ces derniers temps, le problème, c'est que même des institutions de l'État, ils font propagation de ce genre de choses. Moi, je te cache pas, Jamaldine, je l'ai dit auparavant, que ça devient très, très, très dangereux. Et le risque, il est majeur. Pourquoi? Parce que ce n'est plus des déclarations d'une seule personne, ce sont plus des déclarations de certains chefs de partis politiques qui sont connus par ce genre de déclarations, mais maintenant, c'est des déclarations qu'on voit un peu partout, vu un peu qu'il y ait des assises qui justifient un peu ces déclarations. Quand on voit l'ex-chef de l'état-major, Allah yarhamou, qui utilise la main étrangère et qui parle de tahwin et qui parle de tahwif et qui parle un peu de sherzama, et c'est les mêmes mots, c'est les mêmes concepts, c'est les mêmes notions qu'on voit maintenant chez plusieurs gens, non seulement via les réseaux sociaux, mais sur les plateaux de télévision, sur des articles qu'on les voit dans certains articles publiés dans les journaux. Rajoutons à ça un point très 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 important, c'est ce qu'a fait Zoubab électronique. Bon, au-delà un peu de la notion de Zoubab électronique, parce qu'il faut vraiment revenir sur ce point. Zoubab électronique, il est créé par qui, pourquoi il a été créé, quelle est sa mission, etc. Zoubab électronique, ce ne sont pas des faux profils Facebook ou Twitter, ce sont des agents qui travaillent sur ordre et pour réaliser des objectifs bien déterminés au préalable. Donc, ce qu'a fait Zoubab électronique, par exemple, en termes de discours racistes, anti-Kabyle c'est affreux, ça devient très dangereux. Ce qu'a fait Zoubab électronique, par exemple, sur les questions de l'utilisation d'une notion de haine, de discours qui mènent même des fois à la guerre. Tu nous as donné quelques éléments, quelques exemples, mais je vais te montrer des exemples qui parlent un peu de guerre civile, qui parlent un peu d'exterminer toute personne qui est contre telle personne ou d'y aller détruire la maison de telle personne. Moi, je pense que c'est très, très, très dangereux. Comment faire pour conjurer cette menace dont vous nous dites qu'elle est bien réelle, qu'elle est très dangereuse et qui arrange le régime? Parce que c'est ça, dernière issue. Si le régime réussit à monter les uns contre les autres dans ce même peuple, il aura gagné beaucoup de répit, j'allais dire. Alors comment faire, vous qui êtes sur le terrain, qui combattez, qui essayez d'amener la situation à un vrai dénouement, comment faire pour conjurer cette menace? Moi, je pense que d'abord, il faut revenir à la question fondamentale. Qu'est-ce qui a fait que le peuple algérien est sorti le 16 et puis le 22 au niveau national? Est-ce que ce peuple il est sorti pour instaurer un État raciste ou pour contrecarrer des compatriotes ou pour détruire
une communauté ou non, absolument pas. Le peuple il est sorti le 16 et le 12, le 22, c'est tout simplement parce qu'il est victime d'un autoritarisme, il est victime d'un despotisme politique affreux, il est victime, un peuple qui est tout le temps victime des atteintes répétées des droits de l'homme, et victime justement d'une misère sociale, et les victimes justement des responsables qui n'ont jamais respecté ce peuple. Et ses aspirations aussi, c'était construire, changer d'abord radicalement le système et construire une république digne de ce nom, une république de liberté, de démocratie, de justice sociale. Mais maintenant, dans le discours de certains extrémistes, on voit complètement le contraire. Ils veulent justement aller réveiller les vieux démons. Pourquoi ? Parce que certainement le pouvoir, c'est pas juste Bouteflika, mais depuis 62, le pouvoir a joué sur la notion, enfin le principe diviser pour régner. C'est pas moi qui le dis, du moins sur la question du régionalisme, sur la question de la Harouchia, etc. C'est des éléments qui existent depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est des instruments que le pouvoir a essayé d'utiliser pour ne pas qu'il y ait une union nationale. Maintenant, il y a une union nationale pour un seul objectif, un changement radical du système et pacifique, et aller vers un état de droit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense que si on fait un peu le constat, c'est clair que le régime nous a fait rater une chance historique d'y aller à une transition démocratique et à un changement démocratique réel le mois d'avril. Et l'entêtement du système a fait qu'il est en train de continuer un petit peu sa feuille de route, c'est-à-dire de se reproduire à l'intérieur. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, moi je pense que sur le plan d'abord, la société civile, les partis politiques, les intellectuels doivent jouer un rôle très important pour appeler justement à cesser ce genre de discours et préconiser le discours de la tolérance, de l'espoir de vivre ensemble, parce qu'on est censé de produire ce genre de discours. Deuxième élément, moi je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui aussi les intellectuels, le peuple d'une manière générale, il est censé aussi, je sais bien que la justice n'est pas indépendante, mais d'attaquer en justice toutes ces personnalités qui prennent des discours haineux et racistes, parce que c'est important aussi de dévoiler leur nom, de les attaquer en justice, de faire un travail de proximité pour qu'il n'y ait pas justement... Et restez avec nous, Maher Biche. Je reviens à vous dans un moment pour un dernier tour de micro. Nous allons d'abord remettre les choses dans leur contexte. Nous avons vu des images des funérailles d'Ahmed Gaïd Salah, avec un nombre assez important. Nous avons vu, de toutes les façons, tout le monde l'a vu, de gens qui ont été ramenés d'un peu partout du pays, avec des moyens qui ont été déployés qui sont colossaux. Je ne mens pas en disant cela, c'est vérifiable par tout le monde. Mais nous allons voir quelques images du vendredi passé, des images du Hirak, pour remettre des choses dans leur contexte. Regardez. الجمعة 44 من الحراك الشعبي السلمي من مدينة وهران. هناك حشود قادمة من مختلف الولايات تضامنا مع سكان وهران والغرب الجزائري بسبب الوقائع التي حدثت الأسبوع الماضي.
Alors, Hossein Jid, donc tout le monde est en train de dire, je parle des réseaux sociaux, hein, qui sont devenus le moyen d'expression le plus fort du régime, avec les chaînes libres qui permettent aux Algériens de s'exprimer sur ces questions, en dehors des médias serviles. Qu'est-ce qui va se passer vendredi prochain? Tout le monde parle du plus grand mouvement citoyen depuis le 22 février, que c'est un enjeu absolument inévitable, qu'il faut apporter une réponse très forte. Avant ça, Djamaddine, moi j'espère que les réseaux sociaux, il faut prendre avec précaution, parce que la réalité du terrain, c'est autre chose. Oui. Nous, on est liés au terrain, on sait ce qui se passe. Vous savez que le Facebook n'est pas représentatif, il est manipulé, donc il faut prendre les choses avec précaution. Quant au vendredi, c'est la réponse du peuple algérien uni et pacifique contre toute cette manipulation, toute cette exploitation de la passion, de cette tentative de semer la zizanie entre les Algériens, injecter la division, la haine, etc. Alors que depuis la Révolution, le régime n'a pas cessé de le faire d'une manière ou d'une autre, avec tous les moyens, il a essayé tout pour le faire. Et la réponse de l'Hirak, ça a été toujours pacifique, unité. Et la preuve, avant ce vendredi dernier, toutes les régions d'Algérie se sont déplacées à Oran pour manifester de souveraineté. Vous savez bien que... Parce qu'Oran avait été réprimé très fortement. Exactement. Sur ordre du neveu, du gendre d'Ahmed Gaïd Saleh. Et en exécutant la dernière instruction donnée par Gaïd Saleh avant sa mort, c'est de réprimer au maximum la fameuse instruction secrète qui a été dévoilée par... Il faut maintenir l'état d'alerte maximum contre les Cherdima. Et donc, Cherdima, le Moujrima. Exactement. Et donc, le peuple algérien, il a donné la réponse. On connaît le régime, on ne tombera jamais dans le jeu, et la sympathie était là, l'unité elle est affichée. Cette unité qui a été affichée au 22, ce n'est pas la mort de Gaïd Saleh qui va casser cette unité. Cette unité est construite sur une conviction, une lutte de 10 mois, sur un partage de souffrance, sur la liberté que les Algériens cherchent, contrairement à ceux qui veulent maintenir la servitude et rester des esclaves d'un régime totalitaire. Et c'est pour cela que je reviens à l'idée de vous avez de la chance, on vous a pas tué dessus, comme si c'était... On vous a pas tué. On vous a pas tué, comme si c'était l'armée est faite pour tuer les Algériens, et cette fois-ci, c'est l'exception qu'on doit applaudir. Mais c'est hallucinant. Et c'est pour ça qu'il y a un Algérien qui a écrit une pancarte, il leur dit « Merci parce que nous sommes vivants et nous regrettons, parce que vous nous les avez laissés vivants et nous regrettons de rester vivants. On regrette d'être vivants parce que vous voulez notre mort. » Donc c'est cette réponse-là que le peuple algérien va donner ce vendredi. Ce vendredi, c'est le maintien, la confirmation que les Algériens se sont unis pour faire dégager ce régime et de faire déloger. Ça va se passer dans tout le pays ou il y a des villes qui ont été choisies? Moi, je pense que dans toutes les villes d'Algérie. Et je pense que les gens, ils ont bien compris cette manipulation et que cette haine, elle est manipulée par le régime et par ceux qui veulent, comment dirais-je, maintenir ce régime contre la volonté des millions d'Algériens dans la rue. Alors, Issa Rahmoun, sur le prochain vendredi, dont beaucoup nous prédisent qu'il sera peut-être le vendredi le plus fort depuis le 22 février. Issa Rahmoun, nous l'avons perdu. Nous essayons de le joindre de nouveau et nous lui donnerons le mot de la fin. Meher Zebouish, donc sur ce vendredi prochain. Meher Zebouish. Meher Zebouish. Alors, nous allons repasser.
Alors, Mahal Zbouich, vous êtes avec nous? Aïssa Rahmoun, vous êtes avec nous? Aïssa Rahmoun, sur le prochain vendredi, c'est-à-dire après-demain, donc beaucoup de gens nous prédisent que ce sera le vendredi du tournant décisif. Vous pensez qu'il va être une réponse suffisamment puissante pour ce régime? Oui, je l'espère. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a un nombre très important de détenus du Hara qui ont purgé leur peine, pas libérés, parce qu'il ne faut pas trahir les concepts. Ces jeunes qui ont été, hier j'étais à Alger, à la cour d'appel de la cour d'Alger, et Flachia, donc on a reçu les détenus de l'emblème Amazir, qui ont purgé leur peine, à la Koulihal, qui étaient condamnés, ça reste une condamnation. Et du coup, donc, on a ces jeunes qui vont réinvestir le terrain de la lutte, ces jeunes qui sont portés par le peuple algérien. 6 mois de prison, de mandat de dépôt, de prison, c'est une vie, pour ne pas dire c'est la moitié de la vie. Et mon espérance et notre espérance en tant que militants des droits de la personne humaine, en tant que militants politiques, effectivement, c'est de rayonner le vendredi sans insulte, sans haïr des personnes, sans être dans la revanche naturelle. Parce que là, une mort, c'est... et puis je refuse qu'on dit non, c'est pas humain, c'est pas très humain. Et puis pour l'engagement du peuple algérien, on est à la croisée des chemins. Et puis dans un carrefour, le carrefour il se dessine en 2 mots, en 2 significations. ملتقى طرق ومفترق طرق. Très bien. نجعل من الجمعة القادمة الجمعة المباركة. Merci. ملتقى الطرق لكل الجزائريين الذين يريدون بناء دولة قانون، دولة حقوق، دولة مؤسسات، كل واحد يدي حقه. Un investisseur, un homme d'affaires, مرحبا به s'il est sa population, son pays. Un militant politique, un politique en général, s'il veut accéder à des postes de responsabilité en étant très fidèle, en étant fidèle à son essence, aux enfants du peuple. Et merci beaucoup Aïssa Rahmoun, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Mahal Zbouich, le mot de la fin sur le vendredi prochain, dont beaucoup nous disent qu'il sera massif et peut-être le plus important depuis le début du mouvement citoyen. À mon avis, il va être massif. D'abord, ce qu'on a constaté hier, avant-hier, le mardi, il y avait une participation extraordinaire dans plusieurs villes de la marche estudiantine, enfin de la communauté estudiantine, de la communauté universitaire. Il y avait une démonstration aussi de force que le souhait des Algériennes et des Algériens, ce n'est pas détruire l'Algérie, au contraire, c'est de construire une nouvelle Algérie. Le souhait du peuple algérien est de construire une république qui ne va pas disparaître en disparition des hommes. Le souhait des Algériennes et des Algériens, c'est de continuer courageusement, fidèlement, pacifiquement sa révolution qu'il mène depuis maintenant 10 mois. Bien sûr, il y a beaucoup de nouvelles données, mais ces données-là vont être tout simplement des éléments dans ce processus révolutionnaire que le peuple algérien est en train de prouver sa fidélité à toutes les revendications de ce processus révolutionnaire. J'espère bien et j'ai confiance au peuple algérien que sa révolution elle va être pacifique, elle va être dans le respect, dans l'humanisme, dans l'éthique, parce qu'il a prouvé dès le départ son éthique et son adhésion totale à l'approche humaine, humanitaire, humaniste, et aussi à la notion des pratiques pacifiques. Donc le peuple va continuer sa révolution, c'est vrai. Maintenant, il faut s'attendre à une contre-révolution plus
plus horrible de la part du système, parce que le système, comme je l'ai toujours dit, il n'a pas une autre solution. Il a cette solution de contre-révolution pour contrecarrer le peuple, et le peuple aussi n'a pas une autre solution que d'être très fidèle à sa révolution pacifique. Merci Mahrez Bouich, merci Aïssa Rahmoun, merci Houssine Jidel, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Comme vient de nous le dire Mahrez Bouich, et nos deux autres invités, Houssine Jidel et Aïssa Rahmoun, c'est un mouvement qui nous a habitués à être pacifiques, à être porteurs, à être prometteurs. Et nous, plus que jamais, nous devons rester les uns soudés aux autres. Parce que le régime est en train maintenant de tout mettre dans le paquet pour essayer de nous diviser, de nous monter les uns contre les autres. Et il n'y a rien de pire que la détestation pour faire sortir les démons de la division, de la discorde, de l'affrontement. Donc, خاوتي خواتاتي نبقاو خوا أكثر من كل وقت. وهذا هو الوقت الحاسم. C'est un moment très crucial كما قالها لنا عيسى رحمون مفترق الطرق وملتقى الطرق. Le moment du rendez-vous est arrivé avec notre propre destin. À nous de rester à la hauteur de nos aspirations. Silmiya ou le khawa khawa. Même ceux qui sont avec le régime, qui manifestent avec lui pour des raisons ou d'autres, ils sont libres de s'exprimer comme ils le souhaitent. En contrepartie, nous aimerions que le régime, sans nous consentir les mêmes facilités, on ne lui demande ni de bus, ni de mettre ses médias à notre disposition. On lui demande juste de se respecter lui-même, de ne pas nous fermer nos villes, notre capitale, de ne pas emprisonner nos leaders et nos concitoyens. Juste parce qu'ils aspirent à un état de droit, juste parce qu'ils goulou doula madaniya machi askariya. Qawla khair, bislama. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! الحقوا حريتنا! هدوا خارج مدام هدوا!